Parler de communauté de destin pour l'humanité, comme le fait aujourd'hui le président Xi Jinping, c'est choisir de lire dans l'histoire en cours de la géopolitique mondiale un processus de convergence. Et ça peut nous étonner, spécialement si nous nous souvenons que ce socialisme à la chinoise hérite d'un Marx qui lui-même interprétait l'histoire en termes de lutte des classes. Vous voyez, comme un processus plutôt agonistique, conflictuel, que comme un processus convergent vers une espèce de communauté de paix universelle. Mais cette paix semble prendre une forme à laquelle ne s'attendaient pas les analystes occidentaux. Je pense notamment à Francis Fukuyama, que j'ai déjà plusieurs fois cité, qui voit dans cette histoire de la Chine moderne un processus en cours, que le progrès technologique et les progrès de la bourgeoisie intellectuelle devraient accélérer encore. Bon, pourtant, qu'une inspiration libérale souffle dans la doctrine Xi, sensible dans le discours d'ouverture au sommet de Davos, ce discours du 17 janvier 2017, cela ne signifie pas, je crois, que la doctrine Xi soit nécessairement prise en flagrant délit de contradiction. Je veux dire que cette leçon de libre-échange, comme l'a appelée Sophie Lepeau, dans le documentaire Arte qui s'intitulait « Le monde selon Xi Jinping », que vous pouvez toujours voir sur YouTube, cette leçon de libre-échange du président Xi à Davos n'oppose plus les doctrines libérales d'un côté, socialistes de l'autre, et le néo-marxisme sinisé n'est plus hostile au calcul des avantages raisonnables de la division internationale du travail. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que Marx lui-même, qui d'un côté évidemment insistait sur la lutte des classes, affirmait pourtant d'un autre côté le rôle central de la division internationale du travail dans l'histoire mondialisée. Je cite Marx, « Plus les sphères individuelles qui agissent l'une sur l'autre s'agrandissent dans le cours de ce développement, et plus l'isolement primitif des diverses nations est détruit par le mode de production perfectionné, par la circulation et la division du travail entre les nations qui en résultent spontanément, plus l'histoire se transforme en histoire mondiale. » Voilà, c'est ce qu'écrivait Marx dans l'idéologie allemande. Donc il y a bien une rationalité à l'œuvre dans cette division internationale du travail et elle n'est pas nécessairement défavorable, du moins aux nations qui sauront l'accompagner, la réglementer pour en tirer profit. Il s'agit moins, donc, ici, de savoir si la Chine est en train de gagner, comme on dit, la bataille des idées, comme l'écrivait John Rawls dans l'article « How Xi Jinping's Marxism Outthinks the West », que de comprendre les raisons pour lesquelles les Chinois pensent qu'un développement avancé des forces productives capitalistes est utile au progrès du socialisme lui-même. Puisque pour Marx déjà, que je cite à nouveau, le développement des forces productives qui implique déjà que l'existence empirique actuelle des hommes se déroule sur le plan de l'histoire mondiale, au lieu de se dérouler sur le plan de la vie locale, est une condition préalable pratique absolument indispensable, car sans lui, c'est la pénurie qui deviendrait générale, et avec le besoin, c'est aussi la lutte pour le nécessaire qui recommencerait. Fin de citation. C'est ce qu'écrivait Karl Marx dans l'idéologie allemande, aux éditions sociales, pages 63-64. On peut donc supposer que la doctrine Xi, loin de trahir Marx, donc, intègre l'argumentaire de ce marxisme qui, après Adam Smith, conçoit une utilité internationale de la division du travail ou une utilité de la division du travail international pour que le communisme ne soit précisément pas, comme on l'a souvent répété, simplement la gestion de la misère. Cette intégration n'exclut nullement de lutter contre l'emprise du capital sur la politique, en revanche.
S'il s'agit de favoriser un certain capitalisme, il ne s'agit pas de lui lâcher la bride, mais on peut, tout en encourageant une certaine division internationale du travail, en encourageant un certain capitalisme, continuer de lutter contre l'aliénation et limiter les effets pervers de ce capitalisme qui tend, si on le laisse faire, à la confiscation de la plus-value, qui tend à l'évasion fiscale, etc. Et je crois que cette lutte contre les effets pervers du capitalisme est ce qui constitue l'un des traits essentiels de ce néo-marxisme cynisé qu'est la doctrine Si. Bon, j'anticipe un petit peu sur mes conclusions sans doute, mais vous voyez où je vais en venir. Je crois qu'on peut lire dans cette doctrine, dans ce syntagme d'une communauté de destin pour l'humanité, l'effort d'un certain socialisme à la chinoise et peut-être partagé par un certain nombre de pays du sud global, des BRICS, pour réguler le capitalisme au niveau international. Un effort pour éviter que ce capitalisme sauvage, sous l'influence d'une oligarchie financière mondialisée, ne continue de déstructurer les États-nations et de les réduire à un prolongement plus ou moins chaotique du marché ou d'une forme de marché qui leur profite. C'est-à-dire qui profite à une élite financière au détriment d'une grande majorité du peuple, des intérêts d'une grande majorité du peuple, c'est-à-dire, disons, pour le dire simplement, des classes moyennes. Alors, on pourrait également soupçonner, dans cette doctrine-ci, l'influence des analyses d'Adam Smith sur les gains de productivité dans la fabrique d'épingles. Je vous renvoie évidemment au livre 1, chapitre 1 de la division du travail, dans les recherches d'Adam Smith sur la nature et la cause de la richesse des nations, que tout le monde connaît, texte célèbre de 1776, et je renvoie notamment à ces pages où Xi Jinping insiste sur les bénéfices de la division internationale du travail dans les discours, notamment des chapitres 11, 12 et 14 du tome 1 de la gouvernance de la Chine, et des chapitres 14, 15 et 16 du tome 2, voire aussi le chapitre 17 tout entier qui clôture ou couronne ce deuxième tome de la gouvernance de la Chine. Ce chapitre 17 est tourné vers l'affirmation d'une communauté de destin pour l'humanité, justement, c'est-à-dire vers l'affirmation d'un intérêt commun et supranational qui reprend les arguments classiques en faveur de la division du travail lorsqu'il affirme que, je le cite, 1 plus 1 sont supérieurs à 2. Il évoque le gain de productivité qui en résulte et la possibilité de satisfaire des intérêts particuliers, c'est-à-dire ici les intérêts nationaux qui résultent de cette coopération générale, si elle pouvait être mieux garantie. Ce chapitre 17 est composé de 4 discours tenus entre le 28 septembre 2015 et le 18 janvier 2017. Dernier discours qui s'intitulait lui-même « Construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité ». Donc le thème est vraiment récurrent dans les discours internationaux de Xi Jinping. La question de la division internationale du travail y est évoquée, vous voyez, avec ces références à Marx et Adam Smith, de loin en loin, références évoquées, encouragées sous différentes notions qui viennent enrichir l'analyse, notamment ici, évidemment, le thème de la coopération gagnant-gagnant pour un monde de prospérité commune et de coordination des politiques macroéconomiques, la notion d'une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique ou de développement partagé ou enfin de coopération mutuellement avantageuse, toutes expressions qui vont, je dirais, dans le même sens.
Et Xi Jinping évoque les limites de cette division internationale du travail, ses lacunes, il diagnostique les insuffisances actuelles à ce sujet en matière de méthodologie du dialogue au niveau du G20, le manque de concertation, il déplore le manque de concertation aussi en matière de sécurité nationale et internationale dans le respect de la souveraineté nationale ou des souverainetés nationales, comme sur le plan de la mondialisation économique. Il critique le protectionnisme commercial des États-Unis et enfin, en matière de justice, dans la répartition des richesses mondiales. Il existe, je le cite, il existe encore des problèmes, développement déséquilibré, difficultés de gouvernance, fossé numérique et déficit d'équité. Fin de citation. Ce qui est visé, ce sont les problèmes de développement économique des nations laissées pour compte par la mondialisation, par les politiques militaires destructrices. On pense évidemment à l'Irak, mais c'est loin, hélas, d'être la seule. Politique militaire destructrice plutôt que sécuritaire, plutôt qu'humanitaire, quoique souvent engagée par des prétextes ou sous des prétextes sécuritaires ou humanitaires. Hélas, là, on pense au tristement célèbre discours de Chicago de Tony Blair en 1999, je vous y renvoie. Et Xi Jinping critique aussi les politiques écologiques insuffisantes. Il critique le déficit d'accès à l'information et à l'éducation dans le monde. Il n'évoque jamais les principes de concurrence pure et parfaite. On l'aura remarqué, ni le principe d'une concurrence libre et non faussée. Bref, il ne se réfère pas au principe d'une économie libéralisée, d'une économie mondiale qui serait libéralisée. Il invite au contraire les nations à s'emparer de leurs responsabilités et à redéfinir ensemble les règles d'une plus grande justice, accusant les principes libéraux d'une concurrence libre et non faussée, ou pure et parfaite, comme vous voulez. Il affirme, je le cite, que la politique qui veut que celui qui est le plus fort s'impose relève de la loi de la jungle. Ce n'est pas la règle régissant la coexistence des États. Le bellicisme est une pratique hégémonique qui revient à soulever une pierre pour se la laisser tomber sur les pieds. Fin de citation. Tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 652.